Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, on est là ce soir pour réaliser une galette des rois. Coucou Patricia, bonjour Véronique, bonjour Anne, bonjour Mounette, Myriam, hello, bonjour et bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, qu'elle soit si possible meilleure que l'année 2020. Tout du moins qu'elle ne soit pas pire, on va dire. Voilà, donc ce soir, on va faire la galette des rois. Noël est passé, Noël est terminé. On en a fini avec la bûche, ou pas d'ailleurs. Le nouvel an est fêté. Et on se réveille pour fêter l'épiphanie, donc la galette des rois. Donc cette galette, on va la faire avec une pâte feuilletée. C'est le basique du basique. Une crème d'amande parce que c'est celle que je préfère. Oui, ben mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Bonjour Annick, bonjour Gisèle, Carole, Janine, Anne, Valérie, tout le monde, Pichounette, coucou Chantal, bonne année à toi aussi. Bonsoir Suzy, bonsoir Frédange, il y a quelques habitués qui sont là. Voilà, donc visiblement Kinolé n'est pas présente ce soir, donc peut-être que quelqu'un peut prendre le relais pour me transmettre les questions et les commentaires. Alors bon, certaines personnes bien sûr ne trouvent pas la vidéo. J'ai vu que Annick l'avait trouvée, ça y est. Chantal Charbonneau, je n'ai pas vu si elle est passée ou pas, si elle l'a trouvée. Eh bien allez Patricia, pour les questions, je veux bien. Donc Patricia, si vous voulez m'ouvrir une conversation Facebook. Voilà, donc on va d'abord commencer par la pâte feuilletée. Puis bon, ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait, de toute façon, il est toujours important de bien réviser sa pâte feuilletée. On va faire une galette pas trop grosse, enfin je vais essayer de la faire pas trop grosse. Donc il me faut de la farine T55, tout à fait ordinaire, du beurre donc congelé, si possible congelé d'au moins 48 heures. Hein. À peine une petite congélation de quelques heures ne suffira peut-être pas pour avoir un joli feuilletage. Donc première chose, je vais allumer le Thermomix, ça sera beaucoup plus simple. Alors il nous faut de l'eau froide. Donc certaines personnes m'ont dit que j'avais oublié l'eau dans les ingrédients. En fait, c'est pas vraiment un oubli puisque l'eau on l'a au robinet, donc elle est à disposition. C'est pas vraiment un ingrédient qu'on doit prévoir. Bon, l'avantage c'est qu'en cette saison, l'eau elle est vraiment bien froide.
Et il me faut le beurre congelé, donc il est dans le congélateur, je le sortirai au dernier moment. Est-ce que c'est bien centré à peu près? Je vais rapprocher le téléphone du Thermomix de toute façon. Hop. Allez, eh ben, on est parti. Je vois que beaucoup de monde est là ce soir pour voir cette galette, alors qu'elle a été annoncée à une heure assez avancée de l'après-midi déjà, ou de la matinée, je ne sais plus. Alors, combien d'eau? On me l'a demandé tout à l'heure. La quantité d'eau est directement liée à la quantité de farine. La quantité de farine, divisez le poids de la farine par 2 et vous aurez la quantité d'eau. Donc il me semble que j'avais dit 300 g de farine, donc on va mettre 150 g d'eau. Et je vais commencer par là parce que c'est beaucoup plus difficile si je mets trop d'eau par exemple, d'en retirer une fois que la farine et le beurre sont mis. À savoir toutefois, pour vous aider à peser de façon efficace, vous avez un gobelet, alors que ce soit le gobelet du TM5, du TM31 ou du TM6, ils sont... les trois sont gradués de différentes façons, mais les trois vous servent à mesurer 100 g de liquide. C'est-à-dire que celui du TM5 va être à mi-niveau à 50 g de liquide et au niveau ici à 100 g de liquide. Donc mi-niveau c'est ici. Celui du TM6, à l'intérieur vous avez une graduation, donc ici côté de la pointe, vous avez une graduation pour 50 g d'eau. Et de l'autre côté, vous avez une graduation qui s'arrête ici pour 100 g d'eau. Et celui du TM31, c'est à ras-bord 100 g d'eau et à mi-niveau 50 g d'eau. Je contrôle toujours que mon bol est vide, que le socle est bien mis et que les couteaux sont en place. Bien sûr, tout est faisable au TM31 ou au TM5. C'est ce que j'ai marqué sur le clap où j'ai mis les ingrédients. Hop, on part à 0. Donc, j'ai dit 300 g de farine, donc 150 g d'eau. Et voilà pourquoi il vaut mieux doser l'eau avant de mettre la farine. Donc, alors, un petit peu trop d'eau, 152 ça va encore. Un petit peu trop d'eau et votre pâte va être trop collante, et pas assez d'eau et votre pâte sera vraiment trop molle, trop cassante. Si elle est cassante et qu'elle est sèche, vous aurez du mal à faire les pliages, vous aurez du mal à l'étaler et en plus elle feuillettera beaucoup moins bien. La proportion de farine et d'eau, c'est ce qu'il y a de plus important. Normalement, dans la pâte feuilletée, on met le même poids de farine, que le poids de beurre et la moitié du poids de farine en eau. On peut légèrement augmenter la quantité de farine par rapport au beurre. On va mettre jusqu'à 20% de farine en plus que le beurre. Je ne sais pas qui... Alors, pour l'instant, j'en suis pas au diamètre de la galette. Je ne sais pas qui fait la recette en même temps que moi. Est-ce que ça vous dit, ça serait plus simple peut-être de faire 2 pâtes feuilletées. Je vais prendre un papier, un crayon et recalculer.
faire 2 pâtes feuilletées. Ça sera peut-être plus simple à fabriquer, à faire. Et je vous montre une pâte feuilletée avec un pliage escargot et une pâte feuilletée avec un pliage traditionnel. Est-ce que oui, oui, ou est-ce que non? Tant qu'on n'a rien mis, qu'on n'a mis que l'eau, on peut faire ça. Bon, alors, si tout le monde est OK avec ça, eh bien, je vais recommencer. Donc, je vais mettre la moitié de la moitié. Donc, je divise toutes mes proportions de la pâte feuilletée par 2. Mais comme tout le monde le sait maintenant que j'ai une tête percée, je vais le noter. Donc, 150 g d'eau, ça fait 75 g d'eau. 150 g de farine. Et je vais mettre 130 g de beurre. Oui. Le beurre, il doit être absolument à 82% de matière grasse. C'est très très important. Vous devez absolument regarder la quantité de matière grasse au dos de la plaquette. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment de la matière grasse. Donc je recommence mon pesage à 0. Le bol, la tare, 75 g d'eau, j'ai dit. Allez, on va y aller doucement. Oups. Encore un petit peu. Allez, on a 2 g d'eau en trop, c'est pas grave, ma pâte sera un petit peu plus souple. Je vais mettre donc le double en farine, ce qui fait 150 g de farine. Donc de la farine T55, c'est parfait, hein. Quand vous pesez, bien sûr, vous faites attention que rien ne touche le Thermomix, ni dessous, ni dessus, ni à côté. Sinon, vous jouez sur la balance et vous aurez un mauvais pesage. On fait la tare. Et donc là, je vais mettre 130 g de beurre. On va faire une galette d'à peu près 26 de diamètre à peu près. Donc des morceaux de beurre qui font à peu près 10 grammes, 10-15 grammes, pas plus de 20 grammes, si possible. Si vos morceaux de beurre sont trop petits, ils vont être réduits trop vite, ils vont être mixés trop vite. Si vos morceaux de beurre sont trop gros, votre pâte aura des gros morceaux de beurre. Mais en fait, on va mixer fonction du résultat. C'est du beurre bien congelé. Moi, le mien, j'en ai toujours au congélateur. Donc, mon beurre est congelé depuis plusieurs semaines. En fait, je ne prépare pas ma pâte feuilletée à l'avance. Je congèle mon beurre et j'ai toujours de quoi faire une pâte feuilletée.
Voilà, là je vais, donc j'ai mon beurre, j'ai ma farine, j'ai mon eau, d'accord? On a mis ces 3 ingrédients là. Rajouter un petit peu, une petite pincée de sel, c'est indispensable. Sinon votre pâte feuilletée, c'est comme le pain, c'est très fade si c'est pas salé. Et ici, je vais commencer par mixer à peu près. Alors, je vais mixer à vitesse 10 et je vais mixer à peu près 10 secondes. Mais je contrôlerai le résultat du mixage et vous verrez exactement ce qu'il faut avoir en résultat. Et à vitesse 6. Alors, j'arrête un petit peu avant parce que au bruit que ça fait, je pense que on doit être bon. Voilà, il faut avoir ce résultat-là, c'est-à-dire des petits grains. Pas trop gros. Il faut que le beurre soit mixé finement avec la farine. Non, pas 10 secondes, vitesse 10, vitesse 6, pas plus. Et là, en l'occurrence, j'ai mis 8 secondes. Le temps de mixage, c'est directement lié à la taille des cubes de beurre. Un petit coup sur la toile. On peut prendre du beurre demi-sel, oui bien sûr, à ce moment-là on ne sale pas sa pâte feuilletée. Alors le premier feuilletage, je vais faire le feuilletage escargot. Celui dont tout le monde parle. Et ce n'est pas mon pliage préféré. Je vais peut-être pencher un petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Alors, je vais fariner ma toile, mais vraiment très peu. Je ne veux pas changer les proportions de ma pâte feuilletée, donc je vais mettre que très peu de farine. Et je vais tout mettre sur la toile. Donc voilà, mes petits grains sont pas trop gros. Je ne sais pas si vous les voyez bien, l'effet un peu sable que ça donne. Donc c'est le fait d'avoir du beurre congelé qui va pailleter le beurre et qui va permettre à la pâte de bien feuilleter en fait. Donc je vais garder mon bol, pas la peine de le laver puisque je vais refaire une pâte feuilletée pour vous montrer le deuxième pliage. Et puis c'est plus simple comme ça en définitive, puisqu'il nous faut 2 pâtes feuilletées de taille à peu près égale. Voilà, donc c'est exactement la même chose pour un thème 31 que pour un thème 5 que pour un thème 6. Là, je vais façonner à peu près un cube. Donc, je ramasse tous les petits grains de pâte qui traînent partout tout autour. J'essaye de pas trop tripoter ma pâte quand même pour pas trop la réchauffer.
je compacte tout ça et je façonne un cube. Alors, Virginie signale, oui, qu'elle coupe toujours son beurre avant de le mettre au congélateur. Effectivement, moi, je ne le fais pas toujours. Mais j'avoue que ça peut être beaucoup plus pratique. Le beurre se congèle plus vite quand il est coupé en petits morceaux. Et puis surtout, on risque moins de se blesser en le découpant après congélation. Donc, le pliage escargot qui est donné comme étant le pliage le plus simple, on étale simplement ce cube de pâte. Toujours en veillant à ce que la pâte ne colle pas au plan de travail. Donc normalement vous devez voir dans votre pâte, vous devez voir les petits grains de beurre, vous voyez, qui s'étalent. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Là, on a des petites zones un petit peu plus claires. Ce sont les grains de beurre qui sont dans la pâte et qui ne sont pas complètement intégrés. C'est normal. C'est le principe même de cette pâte feuilletée en fait. Hein. Voilà, toujours un petit peu de farine. Nadine, si ça colle, c'est soit que la pâte a été trop mixée, soit que le beurre n'était pas assez congelé, soit que l'eau n'était pas assez froide ou le bol était chaud d'une précédente préparation. En fait, si on surveille bien le mixage, c'est pour ne pas trop mixer, parce que si vous mixez trop, vous allez fondre votre beurre et ça va coller. Donc, si vous avez respecté les quantités d'eau, la farine type 55 et non pas type 45 ou dite anti-grumeaux, la dimension du beurre, la congélation du beurre et un mixage pas trop important, votre pâte, elle ne doit pas coller. Alors, Patricia me dit, ça paraît plus compliqué que le pliage portefeuille. Alors, effectivement, je ne suis pas convaincue par le fait que le pliage escargot soit plus simple que le pliage portefeuille, quoi qu'on en dise. Personnellement, je préfère le pliage portefeuille plus traditionnel. Et il ne me faut pas plus de temps pour le faire que de faire un pliage escargot. Donc là, le principe, c'est de bien étaler sa pâte. Donc vous faites... Hop, tout ça bien à plat. Là, ça me semble pas mal. Est-ce que c'est bien centré? Oui, ça a l'air. Voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, vous allez faire votre pliage escargot. Alors, toujours très peu de farine. Hein. Si vous mettez de la farine, c'est à peine 5 poils de farine. Vous essuyez toujours avec la main pour ne pas en avoir trop. Et vous allez rouler. Donc, partez d'un côté de la pâte et vous roulez votre pâte de cette façon-là. Donc, hop, on roule. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Vous roulez. Vous aplatissez un petit peu votre rouleau juste à la main comme ça. Et vous allez rouler dans l'autre sens pour faire ce fameux escargot.
Et là, à ce niveau-là, il est conseillé de ranger au frigidaire. Alors, quand on fait la baisse de cette pâte pour rouler, il faut pas forcément trop fin, pas forcément trop épais, je vais dire entre 2 et moins de 5 mm, 2-3 mm à peu près. L'essentiel, c'est d'avoir une plaque assez grande pour pouvoir la rouler dans les deux sens. Voilà, là je vais la ranger au frigidaire et je la ressortirai tout à l'heure parce qu'il est bon qu'elle refroidisse avant d'être étalée. Maintenant, c'est toutes les pâtes feuilletées. Si vous devez travailler autre chose en attendant de faire votre préparation, vous rangez toujours votre bâton de pâte feuilletée au frigidaire. En fait, le froid est le grand secret de la pâte feuilletée. Donc, on va revenir sur le Thermomix. Et on va refaire donc une deuxième pâte feuilletée. Alors, on repart sur les mêmes quantités. Je vais donc mettre 75 d'eau bien froide, toujours. On a dit 150 grammes, 130 grammes de beurre. Je fais la tare. Allez, c'est bon, on a le beurre. Je remets le reste du beurre au congélateur. Je vais mettre mes 150 grammes de farine. La pincée de sel qui va bien. Quand on dit une pincée de sel, dans ce genre de pâte, c'est comme la pâte à pain. Vous prévoyez à peu près jusqu'à 2 cuillères à café de sel pour 500 grammes de farine. Hein, donc, c'est une pincée, c'est pas énorme non plus. Hein. C'est une belle pincée quand même. Je reviens sur mon mixage. Là, il me restait 2 secondes. Je vais reprogrammer, pareil, 10 secondes. Et on n'est pas obligé non plus de programmer. Hein. On peut tout simplement passer à vitesse 6. Au bout de 5 secondes, donc je regarde comment est ma pâte et il me semble qu'il y a des morceaux de beurre encore un petit peu gros, donc je vais remettre 2-3 secondes supplémentaires. Donc là j'ai 5 secondes, je remets à vitesse 6. Je m'arrête à 8, ça fait le même temps que tout à l'heure. Et j'ai le même résultat.
Alors, la T45, elle le fera si c'est pas de la farine fluide. Mais il vaut quand même mieux. La T55, elle est très bien. Elle convient à presque tout, hein, la T55. Par contre, n'allez pas utiliser de la farine complète. Ça fonctionne vraiment pas bien du tout, voire pas du tout. Donc c'était 55 et au-delà de T65, ça va être la cata, vous n'aurez pas une pâte feuilletée. Alors pour la suite de la recette, il est inutile de laver le bol, donc je vais remonter mon bol immédiatement pour le poser à sa place et le garder tel quel pour faire la crème d'amande après. Si je mets mon couteau dans le mauvais sens, ça ne va pas le faire. Voilà, le bol est en place. Non, Bernadette, avec le beurre demi-sel, ça ne sera pas trop salé. Mais bien sûr, il ne faut pas rajouter de sel. Donc là, sur le même principe, on va agglomérer toutes ces petites billes de pâte. Et on reste sur le cube. C'est la base. Donc, si vous avez des règles à retenir sur la pâte feuilletée, c'est respecter la quantité d'eau par rapport à la quantité de farine, c'est-à-dire être à la moitié du poids de farine en eau pour avoir une bonne texture. Et mettre même poids de beurre que de farine et alléger éventuellement de 20% seulement le poids en beurre. C'est-à-dire qu'on peut mettre un tout petit peu moins de beurre que ce qui est marqué dans les recettes, mais sans aller trop bas non plus. Là, tout simplement, mon cube, je vais l'allonger pour en faire une bande avec des angles le plus droit possible. Donc, c'est intéressant de faire un cube qui soit très cubique à la base, au départ. J'essaye d'avoir des côtés, des bords droits. Une bande bien droite. Très peu de farine pour pas assécher ma pâte. Juste de quoi l'empêcher de coller. J'essaye d'avoir des côtés ici et là relativement droits. Et je vais plier comme ça en 4. Voilà, ça c'est le pliage portefeuille en 4. Et puis à nouveau, je plie. Donc, je rabats chaque bout de bande, je la rabats vers le milieu. J'aligne bien mon milieu ici, puis je replie comme ça. Ça fait un petit peu comme un, voilà, comme un portefeuille. Donc, vous avez le dos de la pliure ici, l'ouverture ici. Je vous conseille d'avoir toujours la pliure, soit à main droite, soit à main gauche, vous choisissez. Mais votre pliure doit être toujours du même côté. Et l'ouverture toujours du même côté. Ensuite, vous mettez votre bande donc de cette façon devant vous. En prenant le rouleau, vous allez souder à différents endroits. Ça sert à souder chaque épaisseur pour que lorsque vous allez l'étaler, ça ne fasse pas glisser les feuilles comme ça. Et on refait la bande.
Donc on allonge le bâton. Donc vous voyez, la bande par rapport à ma main, c'est pas trop large et c'est pas trop étroit non plus. Et après la longueur, c'est pour que ce soit confortable à plier. C'est-à-dire que si elle n'est pas assez longue, vous n'allez pas pouvoir la mettre à plat au milieu. Vous pliez à nouveau. Donc là, on en est au deuxième pliage. À chaque pliage, on fait 4 épaisseurs. Donc au premier pliage, vous avez 4 feuilles. Au deuxième pliage, vous avez 4 fois, puisque vous avez 4 feuilles ici, 4 feuilles là, 4 feuilles là, 4 feuilles là. Vous avez 4 fois 4 feuilles. 4 fois 4, enfin même plus d'ailleurs. Si on calcule, ça fait 16 et 32 feuilles. Et ainsi de suite. Et on va faire au moins... Alors, on doit travailler relativement vite. Hein. Il faut faire la pâte feuilletée le plus souvent possible pour travailler vite. Il ne faut pas la réchauffer. Donc, si vous trouvez que vous travaillez trop lentement ou qu'il fait trop chaud chez vous, que vous avez les mains trop chaudes, vous avez le droit de la remettre entre chaque pliage. Vous avez le droit de la remettre au frigidaire, voire au congélateur, 5-10 minutes. Toujours mon ouverture ici, mon dos ici à main gauche. Ça, c'est ma petite habitude à moi. Je soude et j'allonge mon bâton. Et là, je vais faire 4 fois ce même pliage. Donc, je l'ai déjà fait 2 fois. Mais vous pouvez le faire 5 fois si vous avez un doute. Hein, vaut mieux le faire un petit peu trop, pas assez, on va dire. Voilà, je mets à peine de farine. Hop, je refais ma bande. Donc là, j'en suis à mon 3e pliage. Donc ici, par exemple, à chaque épaisseur, on a 32 feuilles, on a fait calculer. Donc, eh bien, ça nous fait 1, 2, 3, 4 fois 32 feuilles. Et je tourne toujours le dos du pliage à main gauche, l'ouverture à main droite. Et je recommence encore une fois. Ça fera 4 fois. Je soude en bas, en haut et au milieu. J'allonge mon bâton. Je veille à ce qu'il ne colle pas, toujours. Voilà, et je refais mon dernier pliage. Voilà, j'aurai mes 4 pliages de fait. Donc là, je vais ranger ma pâte pliée comme ça au frigo. Le temps de préparer ma crème d'amande. Ce qui va faire le plus grand bien à ma pâte, c'est de passer du temps au frigo.
Donc, j'ai ma pâte escargot. Normalement, on la met dans un cello frais, enfin dans un film étirable. Là, en l'occurrence, pour le peu de temps qu'elle va y passer, elle peut rester telle qu'elle. Voilà, là, ma pâte feuilletée est prête à être utilisée. Donc, vous voyez que, je ne sais pas à quelle heure il est, mais vous voyez qu'en une demi-heure, c'est fait. J'ai fait 2 pâtes feuilletées en prenant le temps de vous expliquer. Donc, vous constatez que c'est une technique très pratique, très rapide. Voilà, pour la crème d'amande, j'ai du beurre, et de la poudre d'amande, j'espère qu'il m'en reste assez. Vous pouvez aussi bien utiliser de la poudre de noisette, pourquoi pas. Passer un petit coup d'éponge sur ma toile. Voilà, le petit coup d'éponge est passé. L'avantage du direct, ça ne se fait pas tout seul. On revient au Thermomix. Oui, vous pouvez mettre un peu de poudre de pistache, vous pouvez mettre de la noisette, vous pouvez mettre de l'amande, vous pouvez faire 100% noisette. Normalement, une crème d'amande, c'est de l'amande. Mais on est sur du fruit à coque, donc en fait, tout fruit à coque peut convenir. C'est une question de goût, après. Alors, il n'y a pas de temps idéal pour la mettre au frigidaire. Il faut la garder au froid, point. C'est tout. Ça suffit. Donc, le temps n'est pas un facteur de réussite ou d'échec. On peut faire la pâte feuilletée la veille, oui, bien sûr. Et il suffit de l'emballer dans du film étirable de façon à ce qu'elle ne se dessèche pas. Vous pouvez la garder 2-3 jours au frigidaire sans problème. Donc, ma crème d'amande. « 135 g de poudre d'amande. » Donc, hop, la balance. Je suppose que tout le monde sait où est la balance sur son Thermomix, que ce soit le TM5 ou le TM31. Ouf, pile poil. Alors vraiment, que dire de plus? Mon sachet est terminé. Je vais l'essorer un petit peu. Là, fallait le faire. C'était pas calculé, mais c'était bien vu. « 70 g de beurre. Mou pour le coup. Mais si on a du beurre congelé, il suffit de le ramollir. Hein. Je fais la tare.
Voilà. Deux œufs entiers. Parce qu'on aime ça, on va mettre une petite lichette de rhum. Donc quand je dis une lichette, c'est une cuillère, entre une cuillère à café et une cuillère à soupe. Donc entre 5 et 10 grammes. Voilà. Il n'en faut pas trop non plus. Alors oui, pour Mamounette qui demande est-ce qu'on peut congeler la pâte quand elle est prête, puisque le beurre a déjà été congelé. Donc oui, on peut congeler la pâte une fois faite, mais je vous conseille même de la congeler prête à enfourner. C'est-à-dire que ma galette, si je ne veux pas la cuire ce soir, je peux la préparer et je la ranger au congélateur, la cuire demain ou après-demain ou un autre jour. Il n'y a pas de souci. Et là-dessus, je vais mettre 100 g de sucre. Alors, 100 g de sucre, ça peut être du sucre blanc, ça peut être du sucre roux, ça peut être ce que vous voulez. Oui, un petit rhum vieux, un petit rhum arrangé même, ça peut être sympa aussi. Hein. Donc, 100 g de sucre. Un petit peu trop. Et là, je vais faire la crème, donc il suffit de mixer suffisamment pour avoir une crème. Je reviens sur le mixage et je vais mettre 15 secondes à vitesse 3. Si votre beurre est très froid, il faudra mixer un petit peu plus longtemps. Ah non, pas de maïzena. De la cassonade, oui, on peut mettre de la cassonade. Vous pouvez mettre la cassonade dans laquelle vous faites sécher vos gousses de vanille. Hein. Ça sera délicieux. Donc voilà, moi c'est pas encore à l'état de crème, donc je vais remettre le mixage. Je vais même le mettre un tout petit peu plus fort. Mon beurre était peut-être pas assez... Mon beurre était peut-être pas assez mou. Et je vais programmer vitesse 4,5 et là j'aurai ma crème. Donc la crème d'amande, c'est uniquement de l'amande, du beurre, des œufs et du sucre. Et éventuellement un petit peu d'arôme. Éventuellement, mais nous on n'aime pas trop, un petit peu d'arôme amande amère. Pas de maïzena, pas de farine, pas d'épaississant.
Voilà. La crème, elle est faite. Elle est belle. Elle est bien souple. Là, vous avez le droit de prendre une poche à douille si vous avez envie de la... Alors, si vous avez envie de la pocher sur votre fond de tarte pour avoir un pochage bien régulier, et puis ça peut vous faire un petit entraînement à la poche à douille. Donc, vous avez le droit de sortir une poche à douille et de mettre votre crème avec une poche à douille. Là, on va étaler la pâte, les deux disques. Je commence par la pâte escargot, parce que c'est celle que je vais réserver pour le dessous. Je reprends mon escargot qui était au frigo, je l'aplatis, donc il est debout, je l'aplatis. Si vous le couchez et que vous l'aplatissez, vous n'aurez pas de feuilletage, donc vous l'aplatissez debout. Et c'est là que j'aime pas trop, parce que vous voyez, vous aurez plus de feuilletage ici que là, Donc automatiquement, je préfère le pliage bien carré, bien rectangulaire. Là, je vais faire comme sur le feuilletage classique, je vais l'aplatir avec mon rouleau. Donc je le soude bien partout. Mais vous voyez que vous avez plus d'épaisseur au milieu. Donc vous aurez plus de feuilletage au milieu de la pâte que sur les bords. Ce qui est un petit peu dommage parce que sur la galette, c'est plus sur les bords qu'on va rechercher l'effet bien feuilleté de la pâte. Et là on étale 4 à 5 mm d'épaisseur. Toujours en veillant à ce que la pâte ne colle pas au plan de travail ou à votre surface de travail. Donc pour l'élargir, je prends mon rouleau et je vais appuyer un peu sur la pointe de façon à repousser la pâte vers l'extérieur ici, ce qui va me permettre d'essayer de faire l'arrondi. Je ne vais pas l'élargir là et là. Donc un petit peu de farine, j'enlève le surplus avec la main. Pas de questions pour l'instant.
On n'est pas très rond. C'est un peu l'inconvénient de pliage escargot en plus qui nous fait une pâte, un pâton plutôt rectangulaire que carré. Et donc du coup c'est un petit peu plus difficile de faire un rond en partant d'un rectangle que d'un carré. Et bien voilà, on n'est pas trop mal. Je vais attraper un gabarit. Bon, ça c'est un peu petit. Un peu petit. On va dire que pour la base c'est peut-être pas si mal. Donc ça c'est un moule à manquer. Bien rond. Ça peut être une assiette, ça peut être un plat. Il fait 25 cm de diamètre. Et je vais couper ma base. Donc pour couper la base, je prends un couteau particulièrement bien fin et affûté. Il ne faut pas écraser la pâte lorsque vous la coupez. Il faut faire une coupe parfaitement nette. Donc voilà mon premier disque de pâte. Alors, faire la même épaisseur de pâte partout, c'est vrai que c'est pas simple. Il faut faire une pression régulière sur le rouleau à pâtisserie. Et éventuellement, donc vous prenez des guides. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez prendre 2 petites baguettes comme ça. Là, je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus fin. Mes petites baguettes, elles font 5 mm. Ça existe des baguettes de différentes épaisseurs. Voilà, par exemple, celle que j'ai achetée la semaine dernière, que je me suis offert. Donc, celles-ci font 3 mm pour celle-ci, 5 mm pour celle-là. J'ai 6 baguettes d'épaisseur différentes. Et là, je dois correspondre à 3 mm. L'avantage, c'est que, voilà, vos baguettes, vous prenez appui dessus et vous aurez la même épaisseur partout. Si vous comprenez un peu le principe, c'est la même chose pour faire les sablés, les jolis petits biscuits sablés. Il faut qu'ils aient tous la même épaisseur. Donc je prends ça, je prends mes baguettes et j'appuie mon rouleau sur mes baguettes et c'est la baguette qui détermine l'épaisseur. Voilà, je vais mettre ma pâte sur une plaque de cuisson. Pour la transporter, je la mets sur mon rouleau ou je la plie en 4, de façon à ne pas la déformer.
Voilà, ça c'est le dessous. Donc le dessous, je vais le piquer un petit peu. Et le dessus, je vais le faire, je vais essayer de le faire un petit peu plus large. De façon à ce que, comme on va avoir de l'épaisseur de frangipane ou de crème d'amande, ou vous allez avoir de l'épaisseur de garniture, il faut que votre pâton de dessus soit, le disque soit plus large, de façon à arriver après au bord de celui-ci. Donc ça, je range au frigidaire parce que toujours je remise ma pâte au frigidaire. Et je vais faire étaler mon pâton pliage portefeuille. Donc c'est le même principe, hein. La pâte qu'il vous reste, vous la pliez, vous superposez les couches, vous ne la mettez pas en boule, c'est important, sinon vous ne retrouverez pas le feuilletage. Et cette pâte-là, vous pourrez faire des petits gâteaux apéritifs. Alors les baguettes, je vous donnerai un lien, je les ai trouvées, je ne sais plus, je crois qu'il y en a sur Planète Gâteau. L'avantage de Planète Gâteau, c'est que vous pouvez bénéficier de 5% de remise avec le code du groupe. Mais on en trouve un petit peu partout. Ça, on appelle ça des règles. Donc là, je recommence avec ce pâton-là. Et je vais l'étaler, pareil, si possible, en cercle. Alors, on peut faire des petits croissants, je vais dire des petits croissants apéritifs, même des petits croissants sucrés, mais ce ne sont pas des viennoiseries. Avec les restes de pâte feuilletée, vous ferez des petits feuilletés apéritifs, des petits gâteaux feuilletés. Mais pour faire ce qu'on appelle des viennoiseries, donc des croissants ou des pains au chocolat, il vous faut une pâte feuilletée montée. Donc, c'est pas du tout le même procédé. Elle est beaucoup plus longue à faire, avec plus de temps de repos pour avoir de la pousse, un petit peu comme une brioche, et elle se fait avec de la levure de boulanger. Hop, un tout petit peu de farine et donc là, il faut que j'ai un cercle. J'avais dit 26 cm pour celui-ci. 25. Idéalement, il me faudrait 28-29 cm. Donc, un gabarit qui corresponde. Ah, c'est pas assez, ça ne fait que 26. Il va falloir que je trouve quelque chose de plus grand. Mais enfin, normalement, je dois avoir. Voilà, donc si vous le faites avec les baguettes, alors soit 5 mm de chaque côté, soit 3 mm, comme ça.
et vous prenez appui. Vous n'hésitez pas à appuyer sur vos baguettes. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, pour celles qui voulaient savoir comment faire de la pâte bien régulière en épaisseur. Bon, donc là j'ai dit j'ai 26, il faudrait que j'ajoute 1 cm tout autour. Donc, allez, je vais essayer de mettre 2 cm tout autour. Donc je vais marquer. J'ai toujours une règle, ça c'est une vraie règle, hein, donc à faire dans la cuisine pour essayer de faire des choses à peu près régulières, et j'avoue que je ne suis pas toujours douée pour faire quelque chose de régulier. Pourtant je fais ce que je peux pour m'appliquer. Voilà, donc là je vais couper assez large, si possible plutôt rond. Donc coupez bien net, hein, pas écrasé. Parce que le feuilletage va se découper, il va se développer sur l'épaisseur de la pâte. Et forcément, si vous écrasez, vous allez souder la pâte. Et si vous soudez la pâte, votre feuilletage ne va pas se développer. Hop, je remets, je superpose. Voilà. Donc celui-là, hop, d'un côté. Là, il m'en reste un petit peu plus. Et je mets au frigidaire, toujours. Et sans baguette, eh ben, on fait comme on peut, hein. C'est une question de tour de main et d'habitude. Là, j'ai pas de technique sans baguette. C'est l'astuce, c'est la baguette. S'il n'y a pas de baguette, il n'y a plus d'astuce. Donc, je vais plier ma pâte à peine farinée pour pas qu'elle se colle. Et je vais la ranger au frigidaire. Voilà. Une petite assiette et au frigidaire. Bon, ma première abaisse. Je vais la piquer. Une petite fève pour mettre dedans, forcément.
Donc voilà ma petite fève. Alors j'ai une boîte de poire que j'ai entamée, de poire au sirop. Et bien je vais en profiter pour la passer dans ma galette. Comme ça j'utiliserai ce reste de poire. Alors donc la frangipane, la crème d'amande, la crème que vous mettez dedans, soit vous la mettez à la poche à douille, vous aurez un travail beaucoup plus précis. Et puis ça peut être aussi un entraînement à la poche à douille. Soit vous l'étalez simplement à la cuillère, à la spatule. L'essentiel c'est d'en mettre, d'être généreux. De faire une épaisseur assez régulière. Est-ce que certaines d'entre vous font la galette en même temps que moi? J'ai pas posé la question. On ne pique pas la pâte. Ben si, on peut piquer la pâte du fond. Mais normalement, celle du fond, elle ne devrait pas trop monter. Elle ne devrait pas trop gonfler. Après, ben, j'ai oublié de la piquer, voilà. Donc, il n'y a personne à côté de moi. Chacune me connaît comme étant la petite tête percée du groupe. Donc, je vais étaler ma frangipane et je piquerai ma pâte à travers la frangipane. Enfin, la frangipane, non, la crème d'amande. La frangipane, c'est une crème d'amande additionnée de crème pâtissière. Certains la trouvent plus légère, moi je la trouve moins goûteuse surtout. Du coup. Et puis surtout, c'est beaucoup plus économique une frangipane qu'une vraie crème d'amande. Donc bien sûr, il faut réserver au moins 1 cm au bord du disque. On glisse la fève. Moi, je vais mettre mes morceaux de poire. Alors, piquer la pâte, je vais la piquer un petit peu à travers. Mais honnêtement, elle ne devrait pas trop gonfler quand elle est garnie. Poire et crème d'amande, ça va toujours très bien ensemble. Et puis surtout, ça m'utilise ce fond de boîte que j'ai ouvert pour le dessert du Nouvel An. Alors la poire, c'est une boîte de poire au sirop. Hein, c'est pas, ben, si vous avez de la poire cuite, c'est de la poire cuite, hein, la poire au sirop de toute façon. Mais c'est pas une obligation. Moi je mets ça parce que c'est un reste de poire que j'ai utilisé pour mon dessert du Nouvel An. Si vous avez un reste de pêche au sirop, vous pouvez mettre de la pêche au sirop. L'essentiel, c'est de passer vos restes. Une année, j'ai même mis mes restes de papillotes dedans. Et c'était vraiment très chocolaté, très bon.
Voilà, je rentre un peu dans la crème. Voilà, c'est juste pour passer les restes. Je crois que là, j'ai rien oublié, ce qui n'est pas garanti. J'humidifie le bord, donc le tour de la pâte qui n'a pas de crème, juste avec de l'eau. Et il faut bien un bon centimètre autour, hein. Sinon vous n'allez pas bien coller et votre crème va s'en aller dans le four. Aucune astuce pour ne pas retrouver la fève à la découpe. En fait, il faut oublier où est la fève, sinon c'est pas de jeu de savoir où est la fève quand vous allez découper. Donc la fève, elle est cachée dans la galette. Elle doit rester cachée dans la galette jusqu'au moment de la découper. Il n'y a pas d'astuce. Alors après, vous pouvez faire des repères avec votre décoration. Et là, bien sûr, une galette, il faut pas rouler les bords. Il faut que vos bords soient bord à bord, tout simplement. Donc, hop. Vous alignez les bords ici, hop, voilà, les bords de votre galette. Ça va s'équilibrer à la cuisson. La crème d'amande va se répartir dans la galette. Vous appuyez bien tout autour pour bien souder. Donc il faut une soudure d'à peu près 1 cm. Alors la cuisson est assez chaude. On fait cuire à 180-200 degrés quasiment. Elle doit être assez chaude et pas trop longue. Il faut de toute façon, avant de cuire, il va falloir ranger la galette au frigidaire pour que la pâte soit bien froide. Et enfourner directement du frigidaire ou même du congélateur dans le four chaud. Alors, pour festonner la galette autour, il vous faut, avec le dos d'une lame de couteau, j'ai pris celui-là, mais je vais prendre celui-là, voilà, peut-être pas la peine d'en salir un autre, et je pose 2 doigts et je repousse ma pâte vers le centre de la galette, avec le dos du couteau, bien sûr. Le but n'étant pas forcément de découper la pâte. Au passage, je rappuie bien dessus pour bien vérifier que ma soudure est bien faite. Alors, on peut prendre une fourchette et appliquer une fourchette. C'est un autre motif. Ce qu'il faut, c'est pas trop écraser. Si vous écrasez trop votre pâte au bord,
votre feuilletage va pas apparaître. Votre feuilletage ne sera pas joli, c'est-à-dire que si vous écrasez trop, ici ça va être soudé, du coup votre feuilletage ne va pas bien se développer. Donc 2 doigts, je repousse et je fais tout le tour de la galette. Voilà, j'ai fait le tour. Pour faire les dessins, il vous faut un bol, genre un bol que vous avez bien en main, et vous allez partir jusqu'au centre, toujours avec le dos du couteau pour ne pas couper la pâte. Et ici, on va faire une petite cheminée ou 2. Après, vous pouvez rajouter. À vous de voir ce que vous voulez mettre comme décor. Vous pouvez dessiner des feuilles, des branchages. Voilà, je vais avoir un pli qui sera peut-être pas très joli, ma foi, on va voir. Voilà, là, je vais la ranger au frigidaire. Et je vais la dorer au jaune d'œuf avant de l'enfourner. Mais je vais diluer mon jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Lorsque vous dorez, alors je vais déjà le passer avant de la ranger, même la dorure. Et lorsque vous dorez votre pâte feuilletée, il faut absolument pas que la dorure coule sur l'épaisseur ici, sur la découpe de la galette, sinon on en revient au même. Vous allez souder les bords de la galette, vous allez souder le feuilletage ici, et votre feuilletage ne va pas bien se développer. Donc hop, un petit jaune d'œuf, le blanc de côté ou congelé, au choix. Avec le blanc, bien sûr, vous pouvez faire des macarons, des meringues, tout un tas de choses. Des financiers. Certains gâteaux se font uniquement blanc. Vous avez bien plein de recettes dans le groupe pour recycler les blancs d'œufs. Donc là, on ne pèse pas, on ne se casse pas la tête. À peu près autant de lait que de blanc, que de jaune. Alors pourquoi diluer le jaune? Parce que si vous mettez que du jaune, votre galette sera beaucoup trop colorée à la sortie, parce que le jaune cuit très rapidement.
Voilà, donc vous pouvez mettre votre jaune d'œuf au moment d'enfourner, ou là je vais ranger comme ça sera prêt à enfourner. Je ne vais pas enfourner tout de suite, je vais mettre au frigidaire un petit moment, donc j'enfournerai un petit peu plus tard dans la soirée. Et vous pouvez dorer aussi, j'aime bien le faire des fois quand il me reste du sirop après le confisage des oranges. Si je fais des oranges confites à Noël, il me reste des fois un petit peu de sirop de mon confisage. Donc j'aime bien utiliser le sirop, et avant la fin de la cuisson de ma galette, je passe un petit peu de sirop sur la galette, ce qui lui donne cet aspect bien brillant et un peu caramélisé. Mais vous pouvez aussi la poudrer 10 minutes avant la fin de la cuisson avec un petit peu de sucre glace. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué à faire avec une passoire très fine. Sinon un petit peu de sirop, sinon à nouveau un petit peu de dorure de jaune d'œuf 10 minutes avant la fin de la cuisson, pour avoir une galette joliment dorée et suffisamment brillante. Voilà. Voilà. Pour la cuisson, donc il vous faut déjà la refroidir, donc la réfrigérer, la ranger au frigidaire. Et pour la cuisson, vous allez préchauffer votre four, c'est obligatoirement. Alors, l'œuf entier dilué avec de l'eau, je ne suis pas fan parce que le blanc d'œuf, souvent, ça va laisser des traces pas très jolies sur la dorure. Donc, sorti du frigo, vous l'enfournez dans un four à 200 degrés pendant à peu près 10 minutes. Normalement, ça devrait suffire. À vous de contrôler quand même la cuisson de votre galette. Si vous la congelez, prévoyez un petit peu plus. Peut-être prévoyez 3 ou 4, voire 5 minutes de plus de cuisson. Mais vous la passez directement soit du congélateur au four, soit du frigidaire au four. Voilà. Et je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur la première galette de l'année. Donc, vous avez vu comment faire la pâte feuilletée. Oui, alors mettre du sucre de canne, oui, c'est du sirop de sucre. Hein. Le sucre de canne, en principe, c'est du sirop de sucre de canne. Donc, c'est le principe de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Si vous pouvez l'adorer avec un sirop, ce qui lui donne ce petit aspect caramélisé, brillant et assez sympa. Donc moi, si je le fais au sirop, je vais utiliser le sirop que je prends en principe qu'il me reste de quand j'ai confit mes oranges. Mais après, c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. Donc oui, c'est 10 minutes à 200 degrés. Normalement, ça suffit, mais c'est à vous de voir. Chaque four étant différent. Si votre galette est très froide, si elle est moins froide, si elle est normalement, plus elle sera froide quand vous allez l'enfourner, plus beau sera le feuilletage. Donc n'hésitez pas à la laisser au frigidaire. Voilà, je jette un coup d'œil aux dernières questions et puis ma foi, je vous montrerai le résultat après cuisson. Je ferai une photo de ma galette après cuisson. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Encore tous mes voeux pour la nouvelle année. À bientôt. Et je sais pas qui me dit, j'avais 180 degrés 10 minutes, 160 degrés 50 minutes, 140 10 minutes, ça me paraît énorme ça. Mais honnêtement, je m'amuse pas à ça. Je cuis une fois avec tout à la même température. Je vais quand même recontrôler mon temps de cuisson. Alors effectivement, c'est 10 minutes à 200 degrés, puis ensuite vous baissez à 170 pour 25 minutes. Donc je répète le temps de cuisson, c'est 10 minutes à 200 degrés, puis 170, 25 minutes. Voilà. Je pense que tout le monde aura entendu.
que tout le monde aura compris, mais je vous noterai ça en légende de la vidéo ce soir. Voilà. À bientôt, bon appétit et bonne galette à tout le monde.